Salut à tous, c'est Baptiste et je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode du Podcyclette, le podcast consacré au cyclisme sur route. Aujourd'hui, on va parler de la course de demain puisque je m'enregistre actuellement le samedi 23 mars, qui est Gand-Wevelgem, donc une des plus grosses classiques pavées de l'année. J'ai pas eu le temps de vous enregistrer d'épisode pour faire la préface de l'E3, donc course qui s'est tenue hier vendredi avec la super victoire de Mathieu Van Der Poel. On aura l'occasion d'en reparler, mais aujourd'hui je vais vous parler de Gand-Wevelgem, donc la course de dimanche, et puis dans une semaine après il y aura le Tour des Flandres, donc là on est vraiment parti sur la saison des classiques pavés flandriennes. C'est probablement le meilleur moment de la saison. Avant toute chose, qu'est-ce que c'est que Gand-Wevelgem? Gand-Wevelgem, c'est une course qui part pas de Gand mais de Ypres, et qui fait 250 km pour rejoindre Wevelgem en passant par différentes routes de campagne en Belgique, et notamment à trois reprises par le terrible Kemmelberg. Donc le Kemmelberg, c'est 300-400 mètres de montée, 10% de moyenne, tout ça avec des pavés, ça glisse, c'est très dur. Et on passe dans le Kemmelberg, pardon, donc trois fois, deux fois par le versant qu'on appelle du Belvédère, et une fois par le versant de l'Ossuaire. À noter, ce qui est intéressant, c'est que les différents passages du Kemmelberg sont un peu espacés. Et on a le dernier passage qui est situé à 40 km de l'arrivée à peu près, 35-40, qui permet donc ensuite aux gens de se regrouper après le passage du Kemmelberg. En fait, ce qui est intéressant avec Gand Wevelgem, c'est que c'est pas une classique trop dure. Et en fait, il peut se passer pas mal de choses. Bon, déjà, elle est très longue, elle fait 250 km, donc c'est une vraie classique. En revanche, puisqu'il n'y a pas tant de monts pavés que ça, et ben ça permet aussi de donner une petite chance aux sprinters. Donc on a des années, on avait Arnaud Démare qui avait gagné par exemple. On verra, c'est probablement pas trop ce qui va se passer cette année, mais c'est possible. L'an dernier, donc on avait eu Christophe Laporte qui avait gagné sur un cadeau du magnifique où Van Aert qui lui avait filé la victoire. Enfin, ils avaient fait un raid solitaire à deux. Van Aert était plus fort, l'avait attendu, mais il lui avait donné la victoire. Euh, il y avait eu des conditions météo dantesques aussi, il pleuvait, il y avait du vent, c'était un enfer. Mais on avait une super course. Et cette année, en termes de météo, on n'est pas gâté non plus. Que on a eu de très beaux jours, là, notamment pour le 3, il faisait assez beau, même s'il a plu sur la fin du parcours, mais en France, il fait assez beau en tout cas. Sauf que ce week-end, en Belgique, dans le nord de la France, ça va être du vent et du vent. Dimanche, on annonce un tout petit peu de pluie, mais c'est pas ça qui devrait être le plus embêtant, c'est surtout qu'il y a environ des moyennes de vent à 30-35 km/h, avec des rafales qui peuvent atteindre 50 km/h. Donc, ce qui fait que pour cette course-là, le vent va avoir un impact assez important. Euh, Puisqu'en fait, on tourne pas mal autour du mont Kemmel, pardon, et d'Ypres au début de la course, on aura des vents qui vont tourner. C'est-à-dire qu'on n'aura pas toujours du vent favorable ni défavorable. En revanche, sur la fin du parcours, on part du mont Kemmel, on repasse par Ypres, et là, on va jusqu'à Wevelgem, qui est situé à l'est, et on aura du vent qui sera dans le dos. C'est-à-dire que les échappés auront du vent dans le dos pour la fin, donc assez peu probable qu'on ait un sprint, surtout quand on voit la tête des coureurs qui vont y participer. Et c'est ce qu'on va faire. Donc là, on va parler des cotes des coureurs. Donc je suis sur Winamax là. C'est pas du tout sponsor par Winamax cet épisode, mais je regarde les cotes et je vous dis ce que j'en pense, quelles sont les stratégies de course qui sont à attendre. On va essayer d'aller assez vite quand même, puisque la course, c'est déjà demain. Donc le plus grand favori de la course, c'est bien évidemment Mathieu Van Der Poel, qui est coté à 3,50. Mathieu Van Der Poel qui vient de s'installer en tête de l'E3 avec 2 minutes d'avance tranquillement hier, et qui peut potentiellement gagner sur le Gand Wevelgem. Surtout, ce qui est important, c'est qu'il n'y a pas Wout van Aert sur Gand Wevelgem. C'est pas dans son programme de course. Donc, il y aura pas non plus Pogacar, évidemment. Donc, ça fait que sur les trois fantastiques des Flandriennes, il n'y a que Van Der Poel qui sera là. Donc, bien sûr, Van Der Poel, immense favori. Immense favori, mais coté à 3,50 seulement. Et pourquoi donc 3,50? Parce qu'il y a Jasper Philipsen qui est coté à 4,25. Donc, en gros, concrètement, c'est Alpecin de Koenig ou rien. Ils ont une super équipe, on va pas en reparler, mais en termes d'équipiers, il y a Soren Kragh Andersen, Sinkeldam, Sylvain Didier, il y a Gianni Vermeersch, etc. Et puis on a les deux leaders, Van der Poel et Philipsen. Tout le monde a en tête évidemment Milan-San Remo, avec Van der Poel qui a travaillé pour Philipsen. On dit souvent le cadeau de Van der Poel, c'est vrai parce que je pense que s'il était parti tout seul avec Pogacar, il l'aurait battu au sprint et surtout les autres ne seraient jamais revenus. Mais ils ont décidé de jouer la carte Philipsen, ça s'est avéré payant. Voilà. Philipsen qu'on a vu s'orienter plutôt sur une préparation de Classic Man cette année. On voit que dans son programme, il y a des courses comme le Ronde, Paris-Roubaix ou l'Amstel. Voilà. Et donc, évidemment, que ça sera un acteur majeur de ce Gand Wevelgem. On a quand même un coureur qui reste sur deux victoires. Milan-San Remo, un monument.
Et ensuite, il vient de gagner mercredi Bruges de Panne, de manière un peu litigieuse avec Tim Merlier, mais on en reparlera de Tim Merlier. Bon, ce qui fait que le bonhomme est en forme, c'est un parcours qui lui convient. Ça sera dur pour lui évidemment dans le Kemmel. Bien sûr qu'il y a des gens qui vont lui mettre un boulevard, mais puisqu'il y a un peu de plaine après, surtout si Van Der Poel décide de ne pas partir devant, il pourra rentrer et il sera difficile à battre au sprint. Van Der Poel qui a donc été le plus fort sur Milan-San Remo, le plus fort sur le 3, rien à dire. Énorme favori, mais en fait, c'est ça qui est assez intéressant dans les codes des bookmakers, ça montre l'incertitude qu'on a autour de la stratégie de la Alpecin. Les deux leaders sont à peu près à 3,50, 4,25, enfin, c'est assez proche en termes de cote. On ne sait pas pour qui on va jouer. Je pense que ça dépendra beaucoup de l'état de forme de Philipsen sur la course. On va déjà passer le premier Kemmel, le deuxième Kemmel, ça sera peut-être encore groupé, et là ils vont faire le point, ils vont se dire bon, j'espère ça s'est passé comment ces ascensions du Kemmel, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que tu penses pouvoir t'accrocher dans la dernière? Et aussi ça dépendra de l'état de forme de certains autres, notamment les favoris suivants dont on va parler, Pedersen, Merlier, Coy, Girmay, Dely, tous ces gars-là qui vont vite au sprint. À un moment, il va y avoir un petit conciliabule entre les Alpecin et on va se dire, est-ce que tu penses que tu peux les battre au sprint? Et de là découlera la stratégie de la Alpecin de Koenig. Parce que moi, j'ai pas aucun doute à dire que Van der Poel peut finir solo, il n'y a pas de problème. Cependant, je ne sais pas si c'est vraiment dans la volonté de Van der Poel. C'est ce qu'on a vu sur Milan-San Remo. Le mec est prêt à laisser un San Remo à son équipier. On sait que les gros objectifs de Van der Poel, c'est le Tour des Flandres et Paris-Roubaix. Aussi l'Amstel cette année, je crois, et Liège, si je dis pas de bêtises. Donc, Van der Poel, il a déjà un palmarès de ouf. Il n'est pas un gant Wevelgem près, même si je crois qu'il l'a jamais gagné. Je vais revérifier vérifier ça, pardon, en direct, mais je crois qu'il ne l'a jamais gagné. Non, il a jamais gagné et il a pas couru depuis 2020. Alors, bon, ça change un peu la donne parce que peut-être que Van der Poel voudra l'accrocher à son palmarès quand même. C'est quand même une course très prestigieuse. Donc, restera à se savoir. Est-ce que Van der Poel va se dire, c'est pas la classique la plus importante de l'année? Je travaille pour Philipsen, je me mets Philipsen dans la poche pour l'Amstel, Paris-Roubaix et le Tour des Flandres? Ou est-ce que je joue ma propre carte? Il y a aussi moyen, après ce qui s'est passé sur Milan-San Remo, que Philipsen dise tout pour moi, tout pour toi, Mathieu, pour toute cette saison, et qu'ils se disent fais ta course. Mais donc, dans tous les cas, si Van Der Poel attaque, il va partir seul. Derrière, qui va rouler, sachant que tu auras un Philipsen qui sera dans ta roue, c'est un enfer. Et ensuite, si Mathieu Van Der Poel décide de pas y aller seul, personne ne pourra sortir. Il va rouler pour Philipsen et Philipsen va sprinter. Reste à voir si Philipsen sera capable de gagner le sprint après 250 km, c'est pas rien. Enfin, toujours est-il que la stratégie de course des Alpecin est totalement implacable. Et c'est ce qui fait que ce sont les deux grands favoris à 3,50 et 4,25. Favori suivant, côté à 9, Mats Pedersen. Voilà. Mats Pedersen, bon évidemment, parcours qui lui convient très très bien. Euh, on l'a vu pas si fort que ça sur le 3. D'ailleurs, c'était pas le meilleur trek, puisque le meilleur trek c'était Jasper Stuyven. Il y aura aussi dans leur équipe Jonathan Milan, mais globalement, pardon, gros collectif de la Lidl Trek. Sur Grand Wevelgem, Pedersen, il a déjà gagné en 2020. 2022, il fait 7e. 2023, il fait 5e. Bon, on voit que le gars tourne autour du pot. Il est très fort, mais en fait, c'est un peu frustrant parce que j'ai l'impression, je suis très surpris et très agréablement surpris de ça, c'est que Stuyven est très fort cette année, probablement plus que Pedersen pour l'instant. Sauf que là, le parcours de cette classique-là convient un peu plus à Pedersen, mais surtout convient plus à un jeu d'équipe. Donc on verra comment ça va s'articuler pour la Lidl Trek. Euh, Jonathan Milan, je pense pas qu'il sera vraiment dans la course, pour être honnête. Mais il est coté à 25 selon les bookmakers et 35 pour Jasper Stuyven. Moi, je trouve que Stuyven est plus fort. Peut-être que la stratégie d'équipe pardon, va plutôt avantager Mats Pedersen, c'est pour ça qu'il est coté à 9. En tout cas, c'est le gros collectif en face de la Trek, pardon, de la Alpecin pour moi, cette Trek. Et ça sera intéressant de voir leur mouvement de course. Surtout entre Mats Pedersen et Jasper Stuyven. Il y avait Tom Skynes qui était très fort hier sur le 3, mais il est pas aligné sur Van Wevelgem. Mais il reste quand même Edward Teuns, Dan Hull, Alex Kirch, Jonathan Milan. Très intéressant. Moi, je mettrais quand même une petite piécette sur Stuyven pour un bon résultat. Voilà. Ensuite, on aura Tim Merlier qui est coté à 10. Tim Merlier, donc, qui sera le leader de la Soudal Quick Step. Il y aura avec lui Yves Lampart,
Kasper Asgreen, Luke Lamperti. On a vu que sur le 3, il n'y avait pas trop de quick-step présents, par Julien Alaphilippe qui n'est pas aligné, et Julien Alaphilippe qui a fini un peu court sur la fin de la... On a vu là un moment sur le passage du Mont de Grammont, il était totalement cuit. Il a fait beaucoup d'efforts avant. Peut-être que c'était en préparation. Donc là, le leader, en tout cas, ce sera Tim Merlier, c'est sûr. Euh, Yves Lampart, on l'a pas vu du tout sur le 3, il a fini 28e. Il est pas encore en forme. Voilà, Kasper Asgreen 77e, on l'a vu un peu plus, mais bon, il n'a pas bien fini. Ouais, je pense que ce sera plutôt pour Merlier qu'on va rouler. Merlier qu'on a vu assez en forme sur les dernières courses. Et surtout, le seul que je vois vraiment pouvoir gagner. Et s'il gagne, c'est dans un scénario de course décidé par la Alpecin où on a un sprint. Et là, il faudra battre Philipsen, il faudra battre Binnen Girmay, il faudra battre euh, Mats Pedersen. Bon, voilà. Mais pour moi, c'est plutôt la carte intéressante de la Soudal Quickstep. Il est coté à 10. Côté à 15, on a Olaf Koy. Olaf Koy, c'est exactement le même combat. Il faut que ça finisse au sprint comme Philipsen. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a une course qui peut être jouée de manière un peu différente par la Visma plutôt que la Soudal. La Soudal, je pense que les équipiers ne sont pas assez forts. En revanche, là, on a Tish Benoot et Jan Tratnik sur, qui sont alignés sur Game par la Jumbo, par la Visma, pardon. Sauf que, en fait, Tish Benoot, on l'a pas vu du tout. Est-ce qu'il est en forme? Je sais pas. Il a abandonné sur le 3, je viens de voir. Et Jan Tratnik, il avait gagné l'Omloop. Est-ce qu'on va tout jouer pour Koy? Koy qui était trop court sur le Milan-San Remo, qui est pas encore assez fort pour suivre notamment les Philipsen et les Pedersen, je pense. Donc eux, faudra vraiment qu'il se passe un regroupement parce que Christophe Laporte ne sera pas présent, il est encore trop diminué. Wout van Aert sera pas présent, Dylan van Baarle sera pas présent, Matteo Jorgensen sera pas présent. Bon, c'est tout pour le sprint chez la Visma. S'il est dans le groupe, attention à lui parce que c'est peut-être le plus rapide, Koy. Mais reste à voir s'il sera dans le groupe, surtout vu les conditions dantesques qu'il y aura. Rien n'est moins sûr. William Girmay, côté à 20, pas grand-chose à dire. Il est très fort, William Girmay. On l'a vu on l'a vu hier sur le 3 où il craque un peu sur la fin, mais globalement il s'est montré très fort, William Girmay dans les montées. J'ai pas trop de doute à dire que s'il y a un sprint avec pas mal de sprinters, il sera absolument là et il sera en forme. Voire même il pourra sortir dans un mouvement de course. Il a quand même plutôt une bonne intelligence de course, William Girmay. Son équipe, il y aura peut-être Lorenz Rex, Adrien Petit, Tönnissen, Zimmermann qui pourront l'entourer, mais ça ne fait aucun doute que ça sera le leader unique. Si jamais on a un sprinter, un scénario sprinter, il sera là, il faudra faire très attention à lui. Surtout que s'il y a plus assez d'équipiers, mais que ça se regroupe quand même parce que Van Der Poel n'a pas joué sa propre carte, on n'est pas à l'abri de le voir refaire le cours de 2022 où il part dans un petit groupe et règle tout le monde au sprint. Côté à 25, on a Arnaud Delis. Arnaud Delis qui était clairement pas en forme sur le 3. Est-ce qu'il sera en forme sur Ganvé-Velgam? Je ne pense pas. Je pense qu'il ressent encore les effets de ses chutes précédentes. C'est dommage parce que c'est un très bon gars, Arnaud Delis. Mais à mon avis, ça sera trop court pour lui sur Ganvé-Velgem. Jonathan Milan, on en a parlé. Jasper Stuyven, on en a parlé. Laurens Pitty, on n'en a pas encore parlé. Donc Laurens Pitty qui sera annoncé, pardon, sera aligné sur Ganvé-Velgem autour de Stefan Kung, par exemple. Lewis Husky qu'on a vu pas trop mauvais sur le 3. Kung qu'on a vu un peu encore en dedans. On sait qu'il a une préparation tronquée avec un drame un peu familial qu'il y a eu chez lui. De toute façon, Kung, pour gagner Ganvé-Velgem, je vois vraiment pas comment c'est possible. Il sera là avec les meilleurs probablement. Mais du coup, il y aurait peut-être plutôt intérêt à rouler pour Laurens Pitty. Et donc, ça sera intéressant de voir si Laurens Pitty est capable de s'accrocher. Mohoric qui est coté à 40. Mohoric, forcément énorme candidat à chaque fois. Équipe un peu moyenne. Il y aura Fred Wright qu'on a vu un peu rouler pour lui sur le 3. Mais ouais, pareil. Vu que les conditions risquent d'être très difficiles, ça pourra peut-être profiter à Matej Mohoric. Il faudra un scénario où Van Der Poel n'est pas très fort, quoi. C'est toujours le problème avec tous les coureurs qui suivent. Je voudrais parler rapidement quand même de Matthews qui est coté à 40. Matthews, c'est intéressant parce que Matthews, il a fait un super Milan-San Remo. On voit qu'il était très fort dans le Poggio. Ça veut dire que là, il peut tenir, clairement, dans le Kemmelberg. C'est un coureur qui sent bien la course, Matthews. Il y aura aussi Groenewegen dans son équipe. Bon, Groenewegen, autant dire qu'il sera clairement pas là. Sur Ganvé Felgem, Matthews, il a déjà fait cinquième en 2021.
Je pense que c'est encore une fois un bon candidat à un top 5, surtout pour lui, s'il a des courses très dur, si les Coy, euh, les Pedersen, j'en sais rien, les Merlier sautent, ça sera un très bon atout pour lui avec sa pente de vitesse. Mais malheureusement, il va peut-être être battu aussi par Philipsen, donc il faudrait que Philipsen saute aussi pour Matthews, mais bon, j'ai assez hâte de voir ce qu'il va faire. Et Jonathan Narvaez, je voulais en parler aussi. Jonathan Narvaez qui a fait un super E3, qu'on a vu très fort, qui a fait plein d'efforts partout. Dans son équipe, il y a aussi Sheffield qui sera là, Rowe, Ben Turner. À mon avis, ce sera tout pour lui. Et je pense que s'il y a des mouvements de course, il en fera très sérieusement partie. Pour moi, quand on voit le niveau des mecs qu'il y a eu sur le 3, dans le top 5 avec Stuyven, voilà, avec Van Der Poel, avec Girmay peut-être, avec Pedersen. Non, peut-être pas Pedersen, Pedersen est un peu moins fort. Enfin, avec ces gars-là, quoi. Donc, moi, je vais garder un œil sur Jonathan Narvaez, pardon, sans aucun souci, parce que je pense qu'il va nous faire un beau truc. Surtout s'il y a une course de mouvement. Et après, on a Krag Andersen côté à 50, Benoît à 50, Benoît à 50. On sait qu'on connaît pas son état de forme, donc c'est un peu compliqué. Et voilà, on va pas trop parler des autres, même si y a un truc qui fait plaisir, c'est que sur cette course-là, la Total Energy est invitée. Donc on va voir ce que va pouvoir faire Anthony Turgis. Peut-être Dries Van Gestel aussi. On a vu que Thomas Gachignard, pardon, avait fait honneur à son maillot sur Bruges de Panne. Donc moi je pense que la Total Energy va vouloir être offensive, ils n'ont pas trop le choix. euh, Parce qu'ils sont pas invités sur les autres courses, donc il faut bien montrer qu'ils sont présents sur celle-ci. Et j'ai hâte de voir ce qu'Anthony va pouvoir nous faire. Et enfin, euh, Luca Mozzato, côté à 70 sur la Arkea. Je voulais parler de la Arkea parce qu'il y a Arnaud Desmar. Luca Mozzato qui a fait... Pardon, c'est bien Luca Mozzato qui est côté à 70, ouais, ok. Euh, non, pardon. En fait, je me disais, la Arkea, ça aurait été bien s'il y avait Florian Sénéchal, il est pas là. S'il y avait Albanese, par exemple. Parce que Albanese, on a vu qu'il avait fait septième ou non, non, 9 pardon, sur le 3. Mais Albanese n'est pas aligné. Et je pense qu'Arnaud Démare sera trop court, malheureusement. Parce qu'on voit qu'il a un début de fait de saison, il a du mal à s'adapter à son équipe. Voilà. Si on parle des autres équipes françaises, la Décathlon, Oliver Nassen qui était pas trop mal, mais qui a eu un problème mécanique, une crevaison, je crois, dans le Paterberg, ou je crois que c'était le Paterberg, ou alors dans le Tyenberg. Non, c'était dans le Tyenberg sur le 3. Donc on connaît pas son niveau. Il y a Dries de Bont aussi dans cette équipe. Et puis moi j'ai toujours envie de voir ce que Pierre Gauthierat et Jordan Labrosse vont faire, les deux petits jeunes. Dans l'équipe on a Sam Bennett. Sam Bennett qui a déjà fait, bon il a 33 ans hein, bien sûr, mais qui avait déjà fait des belles courses à l'époque sur la Quick Step. Il avait fait un super Grand Wevelgem, il me semble, c'était. Bon, évidemment, ce sera pas pour lui cette année, mais voilà, c'est toujours intéressant de noter sa présence. Donc, on verra ce que Jordan Labrosse, Pierre Gauthierat vont faire. Moi, ça m'intéresse fortement. Puis, si on continue un peu sur les équipes françaises, il y aura Cofidis, euh, Alexis Renard et Axel Zinglet. Dans un scénario où il n'y aurait pas trop d'attaques et ça jouerait dans un petit groupe au sprint, ils pourraient être là. Donc, peut-être pour un top 10. Voilà. Bon, je pense qu'on a parlé globalement des équipes les plus importantes. Je vais pas mentionner tout le monde. J'ai plutôt tendance à essayer de faire quelque chose de rapide, surtout que là, le scénario de course, vraiment, ce qui est très intéressant, c'est ce qui se passera autour de la Alpecin. Peut-être la Trek pour jouer les troubles fêtes. On a vu qu'ils étaient en nombre pour rouler quand il fallait sur le 3, donc ils auront certainement un rôle à jouer. Mais clairement, le point central de cette course, ça va être est-ce que Mathieu Van Der Poel va jouer sa carte? Est-ce qu'il va jouer pour Philipsen? Voilà. Et puis le tout ponctué par des conditions météo qui vont être assez dantesques. J'ai hâte. Donc mon prono, moi, je sais pas parce que en fait après Milan-San Remo, j'aurais dit Mathieu Van Der Poel va plutôt vouloir, encore une fois, je pense qu'il peut la donner à Philipsen, celle-ci. Enfin, la donner, c'est un très grand mot. Il peut rouler de manière à favoriser un scénario pour Philipsen. En revanche, étant donné qu'il a jamais gagné Gand-Wevelgem, peut-être le gagner pour la première fois en maillot de champion du monde, surtout qu'on a vu qu'il n'avait pas trop de concurrence en ce moment. Il ne peut peut-être pas pouvoir s'empêcher dans la troisième ascension du Kemmelberg de mettre une énorme cacahuète de Van Der Poel. Donc je dis plutôt quand même avantage Van Der Poel. Voilà. Mais qui pourra battre la Alpecin? C'est la grande question. Voilà. J'espère que vous allez kiffer devant votre télé en tout cas.
Ça s'annonce encore un super week-end après cette 3. Puis on verra ensuite pour la suite de la saison avec le Tour des Flandres, l'Amstel, Paris-Roubaix, tout ça. Enfin, encore d'énormes réjouissances au programme. Mais ce sera déjà une super étape demain, je pense, là en Wevelgem. Surtout que le Mont Kemmel, c'est quand même quelque chose de mythique. Ça promet du beau spectacle. Voilà. Profitez bien et puis à une prochaine. Salut!